Merci pour l'invitation à cette journée. On est ravis de pouvoir présenter l'organisation de notre centre dans la transition pour les arthrites juvéniles. Alors, je suis accompagnée de Sébastien Chaman, qui est MCU-PH pharmacien à Grenoble, Mélanie Gilson, qui est PH en rhumatologie, et moi-même qui suis rhumatologue pédiatre. Et donc, on a un petit peu voulu vous présenter l'organisation du centre en ciblant aussi la place qu'on peut donner aux entretiens pharmaceutiques qu'on a montés dans nos consultations de transition. Donc, on n'a pas de conflit d'intérêt pour cette présentation. Pour simplement présenter l'organisation de la filière FLI2R pédiatrique au CHU de Grenoble, on a deux centres de compétences, le centre de compétences CEREMAIA, qui nous intéresse un petit peu moins aujourd'hui, et le centre RAISE, qui du coup comprend une filière, si on extrait les données BAMRA qui ne sont pas tout à fait ici, de 290 patients, dont 160 arthrites juvéniles, qui sont essentiellement des formes oligo-articulaires et polyarticulaires, facteurs rhumatoïdes négatifs. Vous avez ici l'ensemble de l'équipe pédiatrique, avec donc le docteur Barbier, qui est la coordinatrice du centre, le docteur Panier, qui fait de la rhumatologie pédiatrie, mais qui a aussi de nombreuses casquettes, notamment onco-hémato. Anjo Knapp, qui est sur le site de Voiron, qui est juste à côté de Grenoble et qui fait aussi de la rhumatologie pédiatrie, et le docteur Sylvie Marchou-Lopez, qui est rhumatologue adulte et qui a eu dans sa formation une formation en rhumatologie pédiatrie. Je regarde Mélanie pour ne pas dire de bêtises. Notre recrutement, donc voilà, simplement vous avez mis une petite carte de la France pour bien situer où est-ce qu'on est prêt. Donc on est dans le département de l'Isère, et le recrutement il est quand même assez large, donc on est proche de Lyon, qui est le centre un des centres de référence RAISE, et l'autre centre de compétences qui peut être proche de nous, c'est Marseille. On a un recrutement qui se fait sur tout l'arc alpin, Annecy, Sallanches, Albertville, et puis ça descend aussi jusque dans la Drôme, Romans, parfois aussi de Valence, et plus loin entre Gap, Briançon. L'historique de la filière et finalement les liens qui se sont tissés avec la rhumatologie adulte et la rhumatologie pédiatrique, ça remonte à plusieurs années. Il y a environ 30 ans, le professeur Boss, qui était pédiatre, et le professeur Gaudin, rhumatologue en activité, ont monté en fait une consultation conjointe pour les arthrites juvéniles. Puis Sylvie Marchou-Lopez a été formée à cette activité de rhumatologie pédiatrie. Et avec l'arrivée du docteur Barbier à Grenoble, cette consultation elle a pu être pérennisée. Un peu plus tardivement, il y a une vingtaine d'années, il y a eu le développement des gestes interventionnels et la mise en place de l'échographie articulaire, avec des liens qui se sont tissés assez rapidement avec les rhumatos adultes, renforcés, puisque finalement, pour les petits, en alternative aux infiltrations qui pouvaient être faites sous AG, l'équipe de rhumato adultes proposait des gestes en salle interventionnelle sous anesthésie loco-régionale, plutôt sous ou pas, quoi. Initialement, les deux sites étaient regroupés, et puis il y a eu un déménagement de la rhumatologie à Sud, donc ce qui fait que, comme vous voyez sur la carte, on est en effet sur la même ville, mais on est quand même éloigné. C'est vraiment deux sites géographiques différents. Et puis il y a une dizaine d'années, s'est créée la consultation de transition pour les rhumatismes inflammatoires, et la consultation d'adolescents, initialement avec le binôme Dr Barbier et Dr Gilson,
Et puis plus récemment, en arrivant dans l'équipe, j'ai pu aussi participer à ces consultations de transition. Alors pourquoi finalement ça nous semble important de structurer ce moment si particulier qu'est la transition? C'est parce qu'on estime que c'est une vraie étape dans le parcours de soins de nos jeunes qui peut être plus ou moins compliqué à différents niveaux et pour le patient et aussi pour sa famille, les aidants. Et finalement, ce n'est pas un simple transfert de dossier où voilà, on a un diagnostic, un traitement et un entre guillemets point barre. C'est bien plus compliqué et complexe que ça. Ça se joue à un moment qui est aussi particulier dans la vie du jeune, qui est l'adolescence, qu'on a tous connu. Donc, il y a un moment de profond changement, voilà, où il y a un besoin d'émancipation, mais aussi d'appartenance à un groupe de pairs. Et dans ce contexte-là précis, quand on a une maladie chronique, le risque, c'est que voilà, on soit dans le déni de cette maladie, qu'on décroche par rapport aux soins, qu'on lâche ses traitements, qu'il n'y ait plus de suivi. Et finalement, le jeune peut être exposé au risque de poussée de complications. Donc finalement, le but de structurer cette transition, c'est d'avoir une transition réussie avec un jeune qu'on arrive à autonomiser, à bien inscrire dans la continuité du suivi pédiatrique ou suivi adulte, et en prenant vraiment en prenant en charge dans sa globalité sa problématique médicale, c'est sûr, mais pas que les dimensions sociales, affectives et éducatives, elles doivent pouvoir aussi être prises en compte pour accompagner ce jeune adulte en devenir et pouvoir faire en sorte qu'il soit inscrit dans un parcours de soins à ce moment-là précis de sa vie. Alors ici, pour vous présenter l'équipe grenobloise de transition, donc on est 2 pédiatres, le docteur Barbier et moi-même. Les rhumatologues, donc on a Mélanie qui est avec nous et puis professeur Gaudin. Et donc plus récemment, avec la mise en place des entretiens pharmaceutiques, notre équipe dynamique s'est enrichie avec l'arrivée de Sébastien Chabat qui est ici avec nous et du professeur Benoît Ami. Bonjour à tous, donc je suis Mélanie Gilson pour ceux qui suivent en distanciel, pour qu'ils suivent l'enchaînement parce qu'on va alterner un peu la parole entre les 3 membres de l'équipe qui sont là. Et donc je suis en rhumatologie adulte et je vais expliquer un petit peu en pratique comment on s'organise, qui est un peu la question qui nous a été posée. Donc on est sur 2 sites distants et donc il a fallu faire un choix de où est-ce qu'on fait la transition. Notre choix, ça a été de le faire en rhumatologie adulte en se disant que le pédiatre accompagnait son patient pour lui faire visiter des nouveaux locaux et puis l'introduire dans ce nouveau parcours de soins dans l'équipe adulte. Donc ça se fait en présentiel et le pédiatre accompagne donc son patient. En pratique, les ados sont pour un certain nombre déjà venus, donc comme vous l'a dit Charlotte, par rapport à des infiltrations, des gestes ou des échographies, en fonction de leur parcours de soins. Pour certains, c'est la première fois. On a essayé de mettre en place pour qui se repèrent, parce que comme vous l'a dit Charlotte, c'est des patients qui peuvent venir d'assez loin, qui ne connaissent pas forcément la ville. On a essayé de mettre en place en lien avec l'équipe de Lyon, Muriel Herras en particulier, des petits flyers pour leur présenter notre site qui sont distribués en pédiatrie, avec toutes les coordonnées, des photos, à la fois des locaux et de l'équipe, puis l'adresse et toutes les coordonnées du secrétariat pour que l'arrivée sur site soit plus simple. On se heurte du coup à un transfert du monde des bisounours, en tout cas des lapins roses, donc qui bien sûr convient plus trop aux adolescents, à un transfert dans des locaux un peu aseptisés qui sont les nôtres. Une photo de notre salle de consultation pour la transition. Et donc ça fait un certain temps qu'on essaye de travailler sur l'amélioration de l'accueil des enfants, des adolescents dans nos locaux de rhumato-adultes, donc d'une part pour les infiltrations, et notamment on a fait un petit travail, on a un petit livret que certains d'entre vous connaissent, qui explique ce que c'est que les infiltrations et comment ça va se dérouler pour les plus petits. Et puis on travaille avec des associations de patients pour améliorer le fléchage, la décoration, et notamment on a un projet de fresque pour décorer cette salle un petit peu moche, faut le dire, sur la partie gauche de la photo. On a un projet d'une belle fresque, un décor un peu apaisant et sympa pour améliorer les conditions d'accueil.
Quand est-ce qu'on fait la transition? Donc pareil, chaque centre est organisé différemment, donc chacun fait des choix. Nous, bien sûr, c'est déclenché par le pédiatre une fois qu'il juge que c'est le bon moment pour le patient, pour le parent ou les parents, après une phase de préparation et de transition qui, bien sûr, démarre en amont en pédiatrie, comme on le fait tous. Idéalement, bien sûr, pour une période de calme de la maladie, plutôt en rémission, en sachant que pour les pathologies plus sévères ou plus difficiles à équilibrer, on a fait le choix d'éviter de trop retarder pour attendre le bon moment parce qu'on s'est heurté parfois à des transitions trop tardives et finalement un peu ratées pour ces patients qui étaient les plus difficiles à prendre en charge. Donc le choix, c'est peut-être de faire une transition plus longue pour certains patients qui ont des maladies plus actives, plus lourdes ou un contexte social ou familial plus difficile, mais de ne pas forcément la retarder. Donc on a décidé de la faire en début de lycée, dans l'année des 16 ans, en gros, le plus souvent. On se dit qu'on est à distance des examens, à distance du stress du bac, à distance de Parcoursup et de tout ce qui peut un peu stresser les parents, les enfants. Donc, dans une période un peu favorable pour avoir le temps de se projeter sur son parcours médical. Et puis, un peu à distance aussi du départ de Grenoble, dans une ville universitaire, mais bien sûr, tout le monde ne reste pas. Donc, on préfère faire la transition avant pour ne pas la rater et la faire trop tardivement. Donc, comme je vous disais, c'est toujours en présentiel et finalement, chaque rhumatopédiatre a une consultation de transition avec moi. C'est à peu près une demi-journée par mois. En gros, on fait 10 demi-journées par an parce qu'on ne fait pas trop à l'été. Et chaque pédiatre amène ses propres patients en consultation. Et finalement, donc depuis 10-12 ans avec Catherine Barbier, cette consultation existe et c'est un peu plus récent avec Charlotte. Finalement, on ne parle pas tellement d'une consultation de transition, mais d'un parcours de transition, parce qu'on a fait le choix de faire 1 à 3 consultations en fonction de chaque patient, de son contexte médical, mais aussi social, familial et éducatif. Donc, la transition, ce n'est pas forcément un épisode unique, une consultation unique. On a choisi de la faire sur un temps long, à peu près 60 minutes, en tout cas pour la première, et puis après, s'il y a 2-3 consultations de transition, cette durée peut être éventuellement restreinte, tout dépend des situations. Et on l'a fait en 3 temps avec un accueil du parent ou des parents qui accompagnent avec l'enfant. Puis ensuite, un temps avec l'ado seul et ensuite un temps de restitution et de synthèse avec le parent, au moins pour la première et petit à petit. S'il y a plusieurs consultations de transition, à la place du parent, on essaie que petit à petit, il se mette un peu plus en retrait et le patient un peu plus en avant dans la prise en charge. Donc, le choix de faire 3 consultations, c'est effectivement adapté au cas par cas, mais finalement, on le fait assez souvent, même dans des situations simples, par rapport à tout ce qu'on va vous expliquer sur la mise en place des entretiens pharmaceutiques juste après. Et puis finalement, on a aussi des demandes de prise en charge d'ados directement pour des problématiques inflammatoires, AJI ou maladies inflammatoires autres. Et on a choisi d'utiliser ce créneau aussi pour en faire une consultation de transition et des adolescents, en se disant que c'était quand même intéressant d'avoir le double regard du rhumatologue adulte et du pédiatre, en se disant que ça évitait de le prendre en charge en pédiatrie quelques temps et de faire très rapidement une transition. Finalement, la transition, elle se fait de façon naturelle. Et puis, ça nous permet aussi d'avoir ces créneaux de consultation plus longs que la consultation adulte classique ou pédiatrique classique, où les créneaux sont de plus de 30 minutes et de pas de 1 heure. Donc, une fois que le parcours de transition, on considère qu'il est achevé, après 1 ou 2 transitions, le relais se fait en rhumatologie adulte. Donc, en général, c'est moi qui reprends le suivi de ces patients, en tout cas s'ils restent sur Grenoble, ou alors on leur trouve un correspondant, on les aide à se repérer dans un futur correspondant pour reprendre le parcours de soins dans la vie la tâche qu'ils vont avoir après. Et finalement, j'en arrive un petit peu à une spécificité qu'on a développée, c'est qu'on a eu ce projet de développer une consultation pharmaceutique groupée avec nos consultations de transition. Et donc, depuis début 2023, les pharmaciens nous ont rejoints dans cette activité. Donc, la consulte de transition, on vous offre au passage une petite vue sur les montagnes qui sont à peu près comme ça en ce moment. Les premières neiges sont tombées. Notre consultation de transition, elle utilise un petit peu en parallèle pour la prise en charge des patients toutes les structures déjà existantes autour, les consultations de pédiatrie, les AGJ de pédiatrie, HTC de pédiatrie pour tout ce qui va être
initiation des biothérapies en sous-cutané, bilan, perfusion, ou pour des prises en charge par des paramédicaux, notamment la pédiatrie a la chance d'avoir des psychologues que nous, on n'a pas en rhumatologie adulte. On a défini des AS des deux côtés. Donc voilà, on utilise toutes les structures, que ce soit celle de la rhumato adulte ou de la pédiatrie. Et puis en rhumato adulte, on a aussi une grosse équipe d'éducation thérapeutique de façon ancienne dans tout ce qui est rhumatisme inflammatoire, avec des APA, des ergos, des kinés. On peut aussi solliciter au cas par cas, mais ça, ce n'est pas des choses très structurées, c'est des choses... on utilise l'existant et on a voulu structurer ça un petit peu plus. Je vous remontre, mais tout le monde connaît les objectifs de la transition. On a le temps de la faire, mais les objectifs sont nombreux. Les consultations sont assez chronophages, hein, puisqu'on a mis les créneaux, comme on disait, de 60 minutes. Et l'idée, c'était à la fois d'améliorer la multidisciplinarité dans nos créneaux de transition et à la fois de mieux les valoriser et de les rendre plus valorisés au niveau de la cotation financière. Et du coup, le contexte de naissance de cette idée d'un entretien pharmaceutique, ça a été la période post-Covid. On s'est heurté, mais comme tout le monde le sait, à des adolescents parfois déprimés, un petit peu dans les problèmes de santé mentale des adolescents. Je pense qu'il y a des personnes bien mieux placées que moi pour en parler aujourd'hui, mais c'était vraiment un souci du quotidien, avec malheureusement 3 expériences de jeunes patientes qui ont été aux urgences pour des intoxications médicamenteuses volontaires, pour des raisons qui étaient autres que leur maladie pour lesquelles on les suivait, mais avec des médicaments que nous, on prescrivait. Et donc tout ça, ça a commencé à nous poser question sur comment mieux appréhender ce risque psychologique et ces mésusages médicamenteux et ces risques de passage à l'acte. Donc on avait ces problématiques-là. On avait aussi les problématiques d'adhésion thérapeutique, peut-être mauvaise observance, de lassitude, de rejet un petit peu de la maladie, des traitements. Et puis, des questions auxquelles on n'était pas forcément toujours très doué pour répondre, de jeunes patients. Alors à Grenoble, la culture du sport s'est assez développée. Donc on avait des patients qu'on voyait transformés physiquement, qui arrivaient en consultation, qui ont questionné un peu en Hawaï, la créate, c'est bien docteur. Enfin, ils nous étalaient leurs doses, leurs plaquettes et tout. Et on ne savait pas forcément toujours répondre à ces questions. Ou des jeunes patients qui voulaient faire le mieux pour leur santé, prenaient pas mal de compléments alimentaires. Donc voilà, tous ces soucis de questions autour du médicament nous ont interpellés. On s'est dit peut-être qu'il y avait moyen de répondre un peu mieux qu'au cours de notre consultation médicale à toutes ces problématiques. Et donc, la naissance du projet vient de toutes ces réflexions-là, en sachant qu'à Grenoble, historiquement, il y a une grande place de la pharmacie clinique depuis des années et des années, et qu'on a la chance d'avoir des pharmaciens cliniciens présents dans les services pour un certain nombre d'entre eux, et notamment nous en rhumatologie, donc on a le professeur Benoît Almé, qui n'est pas là, donc je vais présenter rapidement, qui depuis longtemps est investi dans la prise en charge des rhumatismes inflammatoires et d'éducation thérapeutique en particulier. Il est membre de l'unité transversale d'éducation thérapeutique du CHU. Il a pas mal travaillé autour de l'adhésion thérapeutique, des freins, des leviers, de façon assez ancienne. Il avait aussi participé au montage de la filière ETP dans la mucoviscidose avec les pédiatres, qui ne gèrent pas au quotidien, mais qui avait contribué à créer. Donc, je suis allée le voir et lui demander si ça l'intéressait de réfléchir à ces problématiques-là et les aider dans la consultation de temps de transition. Et tout de suite, il a été très enthousiaste. Il m'a présenté Sébastien, que je ne connaissais pas, et que je laisserai se présenter. Et on a réfléchi à tout ça pour voir comment monter cette consultation pharmaceutique. L'idée étant que du coup, ça regroupait 3 intervenants successifs et que ça pouvait répondre au format de l'HDJ 3 intervenants pour mieux valoriser aussi, on en est tous là, hein, essayer de valoriser aussi financièrement nos filières pour avoir de la visibilité, de la crédibilité au niveau de nos instances, et pas être noyé dans des activités de consultation qui ne sont pas très visibles. Donc, on s'est posé, nous, au départ, des questions très médicales. Hein, c'est ce que je vous ai listé sur le risque de mésusage, le risque des toxiques aussi légaux, non légaux, l'automédication, les thérapies alternatives, les compléments alimentaires, la phytothérapie, l'observance. Voilà, c'était un petit peu la réflexion au départ et nos questions qu'on se posait. On s'est aussi posé la question de quels sont les besoins, ça c'est nos besoins médicaux, quels sont les besoins de nos patients et quels sont les besoins de leurs parents ou de leurs accompagnants familiaux. Et on a essayé de réfléchir un petit peu à ce qui se faisait dans d'autres centres, dans les mêmes pathologies ou dans d'autres pathologies, à ce qu'il y avait en termes
bibliographie pour trouver un outil d'amorce de cet entretien pharmaceutique pour lancer un peu le sujet et la discussion. Et puis, on a dit, bon, on se lance et on va essayer de voir vers quoi ça nous mène. Donc, en pratique, on a fait une petite journée test en juin 2023. On avait 3 patients qu'on a prévenus en amont, qui verraient un pharmacien avant la consultation de transition. Comme c'était un intervenant qui découvrait pour la première fois et qui le voyait avant nous, on les prévenait bien que c'était le pédiatre avait demandé la présence de cet intervenant. Et donc, le pharmacien les a vus sur 1 heure et nous, on a enchaîné sur 1 heure notre consultation de transition en ayant immédiatement la synthèse du pharmacien disponible. Et puis, ça s'est bien passé. Et à partir de septembre 2023, on a lancé ça un peu plus de façon plus routinière et valoriser pour tous ces patients qui bénéficiaient de l'entretien pharmaceutique, valoriser ça du coup en ADJ 3 intervenants, donc ADJ intermédiaire, comme je vous le disais. Et je passe la parole à Sébastien pour vous expliquer le contenu de ces entretiens. Bonjour à tous. Donc, du coup, je m'appelle Sébastien Chanal, je suis pharmacien clinicien au CHU de Grenoble et je m'occupe de la pédiatrie. Et moi, j'ai raccroché le projet grâce à Benoît Alné, qui était pharmacien clinicien en rhumatologie, comme Mélanie vous a dit. Et on s'est dit que ça serait quand même pas mal de faire une équipe pareille que, mais au niveau médical, une équipe pharmaceutique à la fois adulte et à la fois pédiatrique, puisqu'on sait que les enjeux sont différents. Et on s'est dit que ça serait une très bonne collaboration entre nous. Et pour vous dire une petite anecdote, que le terme transition en pharmacie, c'est pas quelque chose qu'on connaît forcément. Pour preuve, c'est que quand on a présenté notre projet à notre équipe de pharmacie clinique, on pensait plutôt à une consultation de transition de genre et pas une transition de enfance vers l'adulte. Vous voyez, on part de très loin au niveau pharmaceutique. Cela dit, en fait, on s'est dit, on fera un bon partenariat en échange de nos expériences et surtout aussi de l'expertise de Benoît sur l'adhésion thérapeutique et l'éducation thérapeutique que Mélanie vous a mentionné. Et en fait, les patients, c'est surtout Mélanie, Catherine et puis Charlotte qui les ciblent pour savoir, en disant, voilà, on rencontre tel patient, ça serait bien que vous puissiez le voir pendant ces consultations de transition. Donc, on a déterminé aussi 2 temps pendant ces entretiens pharmaceutiques, un temps enfant-parent plus nous, évidemment, et un temps avec l'enfant seul, si l'enfant et le parent, évidemment, sont d'accord. On s'était dit, on part sur 45 minutes d'entretien en se disant, peut-être que ça sera long. Finalement, c'est pas si long que ça, puisque vous allez voir, on va vous expliquer qu'il y a eu une évolution en fait, de ces entretiens pharmaceutiques. Au début, on pense pharmacien égale médicament et on va voir s'il prend bien son médicament, s'il a bien pris, s'il le prend correctement, s'il n'a pas d'oubli, bonne adhésion, etc. Et finalement, ça s'est vite élargi puisqu'on se rend compte, on est face à une problématique d'un adolescent d'une période de transition et que sa problématique n'est pas forcément de médicament ce jour-là, ni cette période-là, et qu'il va falloir d'abord identifier les leviers de ces autres problématiques avant d'arriver à celle de la thérapeutique. Mais pour commencer, comme disait Mélanie, pour le test, on s'est dit, on va d'abord essayer de s'outiller avec des outils qu'on connaît bien. On a une société savante, la Société française de pharmacie clinique, qui nous a fait énormément de documents, de process, en fait, de nos actes pharmaceutiques, de la dispensation, bilan de médication ou plan pharmaceutique personnalisé. Et en lisant ça et en identifiant la population qu'on avait en face de nous, on s'est dit, finalement, c'est pas du tout adapté. Il va falloir qu'on aille voir ailleurs. Donc, on a pris des anciens documents qu'on avait de brise-glace, comme on dit, pour amorcer en fait ces entretiens-là, où vous avez une échelle sur la santé physique, la vie affective, la vie sociale, la vie sexuelle et l'équilibre psychologique. Et on s'est dit, on va partir sur ça, on verra bien. Et puis, on va utiliser aussi les outils que vous connaissez très bien de la FAI2R sur les 5 dimensions de la transition. Et c'est vrai que ça donnait des outils qui étaient intéressants, notamment la façon de poser des questions à un adolescent qui est totalement différente de la façon dont on pose une question à un enfant plus jeune ou à un adulte. Donc, c'était une bonne base et puis ça nous permettait aussi d'inclure autre chose que la notion médicamenteuse, mais la vie sociale, la conduite alimentaire, etc. Mais après quelques consultations, on a échangé avec Mélanie, Benoît, Charlotte et puis Catherine, et puis on s'est dit que notre retour d'expérience, c'est que finalement, on est un peu embêté parce que c'est pas un enfant, c'est pas un adulte. Lui, sa problématique, c'est pas sa pathologie, sa problématique, c'est d'être adolescent.
et que si on ne prend pas ça en compte, et ben, en fait, nos consultations pharmaceutiques ne servent à rien et que il faut d'abord s'intéresser à l'adolescent lui-même avant de s'intéresser en fait à sa pathologie. Et ça a été une grande leçon qui nous a en fait amené à reconduire le contenu de nos entretiens pharmaceutiques et la façon dont on aborde les différentes dimensions. Charlotte vous l'a déjà expliqué, vous savez très bien, chaque patient est différent, encore plus pendant cette période-là au niveau de la maturité, de la stabilité de l'environnement. Et il faut prendre aussi en compte l'entourage, les parents, l'accompagnant, en fait, qui est aussi à un stade qui peut être différent, celui de l'adolescent qu'on a en face de nous, et l'adolescent peut être prêt à être autonome et le parent pas du tout, et vice-versa. Enfin, vous connaissez ces différentes situations. Et ça nous a confirmé que finalement, cette consultation pharmaceutique qu'on pensait au tout début sur adhésion thérapeutique, adhésion médicamenteuse, on l'a fait évoluer plutôt vers un bilan éducatif partagé que va vous détailler tout à l'heure Mélanie. Et on s'est dit que du coup, pour ça, on n'avait pas d'outils adaptés. Alors Benoît a essayé en fait de développer des nouveaux outils. Donc là, on est vraiment aux prémices. Vous allez voir qu'il y a des projets derrière tout ça, de photolangage, qui peut être une amorce intéressante pour certains adolescents en fait, qui ne parlent pas beaucoup ou pour lesquels la communication et le lien de conscience est difficile à établir. Et donc, on est en train de tester en fait ce photolangage pour pouvoir en fait amorcer l'entretien et dérouler l'ensemble de l'entretien et l'ensemble des dimensions qui nous intéressent. Donc évidemment, en fait, vous vous rendez bien compte que là, les 45 minutes de consultation, ça va très vite, il y a énormément d'informations. Et après, pour être efficace, on pourrait se dire, on fait notre consultation pharmaceutique, très bien, on fera notre compte-rendu plus tard parce qu'il faut que ça soit tracé et valorisé au niveau de l'HDJ. Mais en fait, ce qu'on voulait, c'est que ça soit plus efficient dans le parcours de soins du patient aussi, et efficient aussi pour les rhumatologues adultes et pédiatriques. Donc, il y a quand même un temps nécessaire pour faire une synthèse rapide du contenu de l'entretien. Donc, maintenant, tout le monde est informatisé, on fait ça par informatique, mais globalement, ça nous laisse 10 minutes quand on est... c'est un entretien court, mais plutôt 5 à 10 minutes, alors après, ça dépend des retards, pour rédiger l'entretien et leur faire ressortir les éléments principaux sur lesquels elles pourront rebondir lors de leur consultation médicale. Et ça, c'est un vrai enjeu d'efficience. Et on voit que la communication, on a encore à améliorer, mais Charlotte va vous présenter ça tout à l'heure. Et je reprends la suite pour illustrer un petit peu ça à travers deux exemples de pathologies très différentes. Le premier, c'est Tobias, un enfant qui est né en 2006, dont on a commencé le parcours de transition fin 2022, donc pour une algie avec anthésite, une forme pas sévère, un jeune patient qui était sous ALS au long cours, dont sa famille avait des antécédents familiaux de psoriasis. Et donc, on le voit pour la première fois en consultation de transition en novembre 2022. Il a alors 16 ans et demi. Et puis, finalement, la transition a été organisée dans une période où il allait bien, mais le jour de la consultation, il est en poussée. Il a revu son médecin traitant, il a essayé plusieurs anti-inflammatoires. Il y en a un qui fonctionne un peu mieux que les autres. Malgré tout, c'est un sportif, Tobias, qui fait la natation en compétition. Là, il a dû arrêter ses 3 entraînements par semaine et ses compétitions. Finalement, il nous dit qu'il s'en accommode pas si mal, mais on essaye de discuter avec lui et de guider vers une biothérapie pour lui expliquer qu'on a moyen de faire mieux, qu'il aille bien et qu'il parte sur de nouveau des projets sportifs comme ça l'intéresse. Au fur et à mesure de l'entretien médical, donc là c'est une consultation standard, il est d'accord, ses parents aussi, on fait la prescription et puis on met en place les choses et on le revoit quelques temps plus tard, où finalement, il nous dit qu'il a bien hésité, que finalement, il était un peu sceptique, il ne croyait pas trop à ces biothérapies, et puis que ça allait un petit peu mieux, qu'il a pris moins d'anti-inflammatoires, il en prend quand même encore pas mal, mais au moment où on le voit, il va bien. Donc, on se dit, voilà, on avait cette activité qui était en projet, on va le voir la prochaine fois en consultation de transition avec la présence d'un pharmacien qui va le voir avant nous, et puis discuter un peu de cette thématique médicaments, au cas où il refasse une poussée. Et effectivement, quand on le voit de nouveau depuis 2 mois et demi, il est en poussée, il prend des anti-inflammatoires tous les jours, dose maximale, il est sous antalgique de palier 2, il a pris des corticoïdes, bref, il va pas bien. Et donc, il y a toute une discussion autour du médicament avec lui, ses 2 parents, tous les 2 présents en consultation, qui de nouveau aboutit à une prescription de biothérapie, mais cette fois peut-être mieux préparée, mieux discutée, avec plus de temps pour
le faire adhérer à ce projet thérapeutique. Et effectivement, donc on avait considéré qu'il avait fini son parcours de transition après ces 3 consultations, et je l'ai revu en rhumatologie adulte seul quelques mois plus tard. Il avait été convaincu suite à cet entretien pharmaceutique. Il a débuté la biothérapie très vite après la consultation. Il a été convaincu parce que dès une semaine, il allait mieux. Il s'est fait ses auto-injections très rapidement tout seul. Il ne prenait plus d'anti-inflammatoires. Il avait repris la natation. Donc, on était content. On considérait que la transition avait été réussie chez lui. Effectivement, je viens de le revoir. Il entreprend des études de commerce. Il va très bien. Et il poursuit sa biothérapie comme prescrite avec une très bonne adhésion au traitement. Le deuxième exemple est assez différent. C'est une pathologie beaucoup plus sévère chez Anthony, qui a le même âge, puisqu'on fait la transition dans l'année des 16 ans. Forcément, on vous montre des exemples qu'on a vus à peu près en parallèle, donc des jeunes du même âge. Donc lui, c'est un jeune qui a une maladie, une angine dans une forme systémique sévère qui a débuté à l'âge de 4 ans, qui est suivi avec le professeur Cartier-Dimer à Necker et qui a déjà reçu tout un tas de thérapies ciblées, qui maintenant est sous canakinumab, rigonidol, méthotrexate et malgré tout de la cortisone à forte dose, 15 mg par jour au long cours, qu'il n'a jamais été possible de diminuer. Avec tout ça, bien sûr, il y a des conséquences en termes de retard de croissance, de retard pubertaire. Mais malgré tout, c'est un jeune homme qui est impressionnant, qui est très volontaire. Il est issu d'une famille d'agriculteurs et il fait une formation en alternance dans l'agriculture pour travailler dans l'exploitation familiale de son frère. Donc, au moment où il part dans ce parcours de transition, il est en stage en alternance dans la famille pour ses stages d'agriculteur, en alternance avec les périodes de cours. Pareil, bon, c'est une forme sévère qui n'a jamais été mise en rémission. On décide de ne pas retarder la transition et on commence vers 16 ans et demi. Le jour où on le voit pour la première fois avec Catherine en transition, elle est interpellée par le fait qu'il a toujours des synovites, mais ça malheureusement il y en avait au long cours, mais plus volumineuses, plus impressionnantes que lors de la dernière consultation de pédiatrie. Malgré tout, Anthony ne se plaint pas trop. Il dit non, mais moi au travail je gère. Il a sa brouette électrique, il a plein d'adaptations. Et il nous dit que ça ne se passe pas si mal, il ne prend aucun antalgique. Et puis il n'avait pas fait sa prise de sang, donc on n'avait pas d'autres données biologiques. Anthony n'aime pas trop qu'on l'embête, donc le voir tous les 6 mois, ça lui va bien. Il n'aime pas trop qu'on rapproche les consultations de transition, donc on le revoit 6 mois plus tard. Et cette fois-ci, pareil, on avait mis en place cet entretien pharmaceutique, donc il est vu par un pharmacien. Et là, cette fois-ci, il va moins bien, clairement. Et puis finalement, on se rend compte qu'il avait arrêté son méthotrexate depuis avant la consultation précédente et que c'est une information qu'on n'avait pas perçue. Il l'avait arrêté en 2022, avant qu'on le voit pour la première fois en transition. Donc là, il était repoussé, clairement, cliniquement, et sur la biologie. Et donc, on a refait des bolus de corticoïdes. Après discussion, il accepte la remise sous méthotrexate. Et puis, on optimise en lien avec le professeur Cartier-Dimer son canakinumab en se disant sinon, on passera au sarilumab. On le revoit 6 mois plus tard. C'est pas parfait, mais pareil, il gère. Il trouve que ça se passe pas trop mal. Et là, je viens de le revoir. On vient de le revoir en transition. Pour lui, la transition, elle se fait de façon encore un peu plus longue. On a choisi de le garder dans ce parcours-là. Il a eu son bac, son permis. Mais malheureusement, la maladie est toujours active et donc on vient de changer de traitement. Mais c'est vrai que cette consultation de transition, ça nous a permis d'identifier un peu plus les freins, les leviers à l'adhésion chez lui, qui souvent masque pas mal les choses parce qu'il veut, il veut vivre sa vie, il veut faire son projet d'agriculteur. Et finalement, il ne nous disait pas tout. Donc, ça nous a permis d'avoir un peu plus d'informations là-dessus et de prendre le temps d'en discuter et puis de revenir avec lui sur donc l'adhésion au traitement et le projet thérapeutique. Donc, où on en est maintenant? Donc, je vous ai dit qu'on avait fait une petite journée test en juin 2023, qu'on avait réellement commencé en septembre 2023 et on était encore plus actifs, on va dire, depuis avril de cette année. Maintenant, on en est à 30 HDJ chez 30 patients qui ont été vus une seule fois dans leur parcours, mais on a identifié aussi des situations où peut-être on les reverrait plusieurs fois dans ce parcours HDJ transition avec l'entretien pharmaceutique. Donc, à chaud, on a des retours très positifs. Déjà, une très bonne acceptation de cette proposition par les patients et leurs familles. C'est vrai que le fait de grouper avec la consulte de transition, il n'y a pas de perte de temps et ils ont tous accepté. On avait pas mal discuté avec d'autres centres où les problématiques de l'ETP, c'est un peu l'éloignement géographique.
le fait de faire des choses en groupe, c'est difficile et on a souvent un manque de participation. Donc là, le fait de faire de l'individuel groupé, il n'y a pas de perte de temps. Donc on est assez content du fait que tous ceux-là qui en proposent sont venus et nous disent qu'ils étaient plutôt satisfaits, contents, voire plus de cet entretien. Les pharmaciens, on les remercie parce qu'ils sont super motivés et enthousiastes pour continuer, même si effectivement ils se déplacent, ils changent d'hôpital, c'est un peu chronophage. Et ce temps de 45 minutes, il en a parlé, Sébastien, au départ, ça leur paraissait une éternité, et finalement, il l'exploite très bien, parce que petit à petit, on sort de la thématique médicaments et on entre dans un bilan éducatif plus global. Et puis nous, en tant que médecins, on est aussi très contents parce qu'on a cette synthèse du pharmacien immédiatement disponible. Donc, on a déjà tout un tas d'informations pour amorcer notre transition, notre consultation. Ça nous permet d'aborder d'autres sujets qu'on n'aurait peut-être pas eu le temps d'aborder et puis d'avoir pas mal d'infos sur tout ce qui est frein et levier à l'adhésion médicamenteuse et puis toutes les comédications que prend le patient également. Ça répond à des thématiques médicales et non médicales et ça nous aide beaucoup. On identifie beaucoup mieux les situations complexes à la fois sur le plan médical et sur le plan non médical. Et je laisse Charlotte finir. Alors, finalement, quelles sont les évolutions qu'on envisage? C'est de continuer ce qu'on a pu mettre en place avec ces consultations de pharmaciens lors des consultations de transition, ciblées sur la première dans la majorité des cas, parce qu'il y a une singularité des situations qui fait que l'entretien individuel permet de bien identifier, mieux identifier les problématiques des jeunes. Et puis, comme on vous l'a déjà dit précédemment, c'est vrai que le fait de grouper, ça permet une adhésion et une optimisation du temps pour les jeunes. L'idée, c'est d'évoluer sur un DEP, comme disait Sébastien. On a quand même aussi le projet d'intégrer ça dans un programme de TP dédié à la retraite juvénile avec un début l'idée, c'est de déployer un programme sur site pour proposer quand même des ateliers en collectif et ça permettra aussi d'étayer l'offre éducative qu'on peut proposer à ces jeunes en termes d'activité physique adaptée, de psychologue, de kiné ou d'assistante sociale notamment. Dans les évolutions aussi, il va falloir qu'on cible probablement sur nos prochaines consultations de transition les ados qui peuvent être un peu plus à problématiques et pour qui il y aurait un intérêt à ce que le pharmacien puisse en cours de route les revoir. Et puis finalement, ce qu'on avait mis en place en consultation de transition, on s'en est inspiré aussi côté pédiatrie et on propose assez facilement, dès qu'on peut en tous les cas, lorsqu'on a une instauration de biothérapie, on ne fait pas pour tous les médicaments, mais au moins en biothérapie, un premier entretien avec le pharmacien, donc c'est Sébastien, du coup, qui est notre interlocuteur. Et l'idée, c'est vraiment d'avoir ce parcours pharmaceutique un peu plus ancré, avec un deuxième entretien lors de la transition. Et puis, si besoin est en cours de route de transition, puis un entretien un peu final lorsque l'adolescent finalement s'est autonomisé et qu'il est qui se prend en charge et qui n'a plus trop besoin des aidants. L'idée aussi qui a été un petit peu abordée par Sébastien, c'est celle du travail sur l'outil d'amorce de l'entretien pharmaceutique, avec l'idée de bien identifier les besoins et des jeunes et des aidants, mais aussi ceux côté professionnels de santé. Et pour pouvoir bien mettre en lien un peu les attentes de tout le monde. Et donc, ça va faire l'objet d'une thèse de pharmacie sur 2025 avec vraiment l'idée de développer une banque d'images de type photo-langage pour pouvoir amorcer cet entretien pharmaceutique avec différents types d'images, des images plutôt positives pour essayer d'identifier quelles peuvent être des choses qui motivent le jeune, qui vont aider, qui vont permettre de s'évader, et puis au contraire plutôt des images un peu négatives pour pouvoir essayer d'identifier quels peuvent être les freins sur le traitement, la maladie, le quotidien finalement. Après, ce qu'on a assez rapidement aussi identifié, c'est qu'on avait un temps d'échange qui était plutôt via l'ordinateur.
avec les résumés du pharmacien qui étaient disponibles tout de suite, en effet, lorsqu'on avait notre consultation rhumato-pédiatre, et qui est d'une très grande aide, c'est sûr. Mais on a identifié récemment qu'il y avait parfois des familles avec des problématiques qui peuvent être très diverses et variées. Récemment, on a eu par exemple une jeune qui est adoptée, il y a des petites choses, des notions en tout cas, qui je pense que c'est important en tant que pédiatre qu'on puisse bien transmettre aux pharmaciens. Et donc, et puis il y avait aussi, on a eu récemment par exemple une jeune avec la maman, je m'excuse, qui a une barrière de langue, et du coup c'était difficile aussi pour la consultation du pharmacien. Donc des petites choses, je pense à transmettre à ce moment-là. Après, sur le plan un petit peu plus large, c'est vrai que quand on fait nos consultations de transition, il y a tout un travail du côté du pédiatre à faire, en effet, pour bien transmettre aux rhumatologues et la situation médicale, mais pas que, hein, comme vous avez compris, vraiment, c'est essayer de transmettre toute la globalité de ce qu'on a pu apprendre aussi chez l'enfant, l'adolescent, que ce soit les problématiques sociales, scolaires, psycho-affectives. Et c'est vrai qu'il y a cette transmission, on va dire, médicale, mais je pense qu'il y aurait peut-être à gagner aussi à recueillir un petit peu le vécu de toute cette période de pédiatrie chez l'enfant, hein, l'ado qui est bien sûr concerné, mais aussi chez les aidants, pour peut-être essayer d'améliorer cette transition. Et je ne sais pas s'il y aurait une possibilité d'avoir un petit groupe de travail au sein de la filière avec des parce que finalement, c'est peut-être quelque chose qui pourrait servir à d'autres surspécialités au moment de la transition, que de recueillir sur les différents points de vue, médecins, patients et les familles. Bon,